Alors, quelque part, tu as une petite expérience là-dedans, puisque comme tu l'as dit, tu as fondé la société SpikeNet en 99, une startup de vision artificielle dont le moteur reposait justement sur ce codage par Spike de l'information. Et comme tu l'as mentionné là brièvement, à un moment donné, tu as revendu tes parts et la société a pris une toute autre direction. Finalement, qu'est-ce que... Alors, il y a dans la réflexion collective sur qu'est-ce qu'on peut faire là déjà pour dévier la trajectoire énergivore et croissante de technologies comme l'IA dans la société, il y a à un niveau collectif inciter à un meilleur transfert technologique, favoriser ces boîtes. Mais ensuite, il y a au niveau individuel. Donc toi, tu as participé à ce transfert technologique, tu as fondé une boîte. Mais qu'est-ce que serait ton retour d'expérience aujourd'hui? Et qu'est-ce qui peut apporter à la réflexion collective sur l'innovation technologique aujourd'hui en IA? Eh bien, j'ai trois livres que je vais écrire. L'un, c'est The Intelligent Neurons. C'est le livre que j'ai promis à Oxford University Press il y a 40 ans et que j'ai pris un peu de retard. Un autre, c'est sur mes suggestions pour l'économie. Bon, ça, on va peut-être en toucher un mot. Revenu de base, des trucs comme ça. Bon, j'ai plein d'idées là-dessus. Et le troisième, c'est mon expérience de chercheur avec l'industrie. Parce que en 25 ans de galère, j'ai une très mauvaise expérience de travailler avec des gens dans le business et l'industrie. Et la dernière expérience que j'ai eue, je parlais de Callum Chase, avec lequel je connais depuis des années. Et au mois de février cette année, Callum m'a contacté parce que avec des collègues que je connaissais également, Daniel Hume et Ed Charvet, euh, ils étaient en train de fonder une société qui s'appelle Conscium, basée à Londres, avec le but de faire un IA conscient, avec le principe que si c'était conscient, ce sera pouvait être plus contrôlable et moins dangereux qu'un système bon. Alors, moi, personnellement, je ne pense pas que, quel que soit le nombre de cartes graphiques et des Macs que j'utilise, mon Mac ne va jamais devenir conscient. Peut-être avec un ordinateur quantique, ce sera peut-être différent. En tout cas, bon, c'était leur idée. Ils m'ont contacté pour dire que ils essaient de faire un espèce de advisory board boué avec les meilleurs penseurs de la planète. Ils disaient qu'ils avaient déjà... Et un long list. Je devrais sans doute pas dévoiler tout ça, donc on va peut-être l'éditer parce que bon, c'était leur idée de faire ça. Et ils ont dit, eh ben, Simon, on aimerait bien travailler avec toi, avec ton histoire de TerraBrain. Je pense que ce sera très intéressant. Seule chose que on demande, c'est qu'il ne faut pas dire TerraBrain, ça va terrifier les gens, parce qu'ils vont lire T-E-R-R-O-A plutôt que Terra. Ah oui, Et TerraBrain. donc, ils ont dit, bah, il faut l'appeler PetaBrain. Bon, bon. Et puis, on a commencé j'ai dit, bon, très bien. Moi, je suis retraité, mais je suis chercheur émérite au CNRS. Il faut travailler avec euh, Toulouse Tech Transfer, parce que moi, je ne peux pas travailler directement avec vous. Tout mon IP, ça appartient au CNRS. Et donc, sont pris contact avec Toulouse Tech Transfer et ils ont fait un truc de prématuration pour essayer des idées, mettant de l'argent pour payer un développeur, etc. Et il m'avait dit qu'ils allaient me payer comme consultant 1000 livres par jour. Il voulait au début que je travaille 20 jours par mois, 20 000 livres par mois. Ça- ah. J'ai dit, bon, non, bon, 20 jours par mois, hors de question, peut-être 8. Donc, ils ont dit, bon, d'accord, 8, parce que je suis retraité, je fais quand même d'autres choses. Voilà, donc c'était l'accord qu'on avait 8 jours par semaine au mois d'avril, on a finalisé le contrat. J'ai le problème, il y a quand même un problème parce que même si le CNRS, je suis plus salarié CNRS, mais j'ai besoin de l'autorisation du CNRS quand même. Bon, c'est dans mon contrat de mérita. J'avais demandé en avril au CNRS délégation
CDRS à Toulouse, l'autorisation de travailler avec Contium. 3 mois plus tard, malgré des relances répétées, ça n'a pas bougé du tout. J'ai pris il a contacté les gens à Paris et le lendemain, miraculeusement, j'avais la liste des 9 éléments qu'il fallait mettre dans le dossier pour faire l'avancée. Donc, bon, on a fourni tout ça. Mais ensuite, bon, ça a disparu de nouveau et semble-t-il qu'il fallait l'autorisation de la fonctionnaire de sûreté défense, ce qui n'est pas totalement déraisonnable parce que là, on parle d'une technologie potentiellement extrêmement critique et Contium, c'est même pas européen, c'est basé à Londres. Donc, qui disent non, moi, ça ne m'aurait pas étonné. En tout cas. Euh, euh, mais bon, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai eu enfin la lettre du CNRS disant vous êtes autorisé à faire du consulting et de travailler comme consultant pour cette boîte. Je les ai dit tout de suite. Bon, voilà, donc on était d'accord, ça fait des mois que je travaille et que vous avez été d'accord pour me payer pendant au moins 3 mois pour le projet. Et ils ont dit, ah ben non, on n'a pas de contrat signé. Euh, Incroyable. non, si vous commencez à faire quelque chose maintenant, on peut y envisager de vous payer. Mais tout ce que j'avais fait depuis des mois et des mois et des mois, pour que dalle. Je peux dire expressément tout ce que j'ai eu pour toutes ma travail, c'est une bière dans un bar. Mm. J'ai payé mon voyage pour aller à Londres pour les voir. Ils m'ont acheté une bière, même pas un repas. C'est Et puis à la fin de 6 mois, où je galérais pour faire avancer le projet, ils disent, ah ben, on ne vous doit rien parce que, en gros, parce que vous n'avez pas eu un avocat à côté de vous quand on a discuté, etc. Ça, c'est message pour tous les chercheurs. Il faut se méfier. Même des gens que vous considérez comme des gens raisonnables, que vous connaissez depuis des années, ils vont te bousiller parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui décident, c'est les financiers derrière et qui, en fait, c'était, à mon avis, ils n'avaient pas encore vraiment de l'argent et il ne fallait pas que les investisseurs payent des trucs qu'ils avaient déjà fait, quoi. J'étais absolument scandalisé et j'ai dit, bon, ça y est, c'est fini, je ne travaille plus avec vous. Et d'ailleurs, euh, donc ce projet de co-maturation va terminer dans 2 semaines et pour moi, c'est fini. Et d'ailleurs, message pour toute personne en France qui veut travailler sur un Terabrain Technology, je suis ouvert à des propositions. Moi, je pense qu'il faut le garder en France. Parce que, oh, l'autre chose, avec Contium, ils avaient dit, ah bah oui, 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 bon, Daniel Hume a vendu sa boîte pour 100 millions de dollars et donc ils avaient mis de l'argent et je pense qu'ils avaient un peu de marge eux-mêmes. En fait, non. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des technologies qui peuvent aller voir des investisseurs et la seule chose qu'ils les voulaient, eux, c'est de montrer que ce qu'on faisait avec Peterbrain si vous voulez, ça dépassait l'état de l'art sur un benchmark existant. Et je dis, mais il n'y a pas de benchmark existant pour ce que je propose de faire. Il n'y a aucun benchmark qui prend en compte le coût énergétique, par exemple. Quand quelqu'un dit on va simuler le cerveau entier Deep South et ça utilise 100 kilowatts, on s'en fout. C'est pas dans le benchmark. Il voulait savoir est-ce que c'est mieux que l'état de l'art sur MNIST. Mm. Et j'ai raconté l'histoire très importante de l'origine de ImageNet, que j'ai raconté d'ailleurs pendant mon séminaire, le truc d'Alfred Fessard, parce que Fei Fei Li, qui est une vraie copine, euh, euh, quand elle a commencé sa carrière à Princeton, elle voulait créer le ImageNet Database. Les gens disaient qu'elle est folle parce que donc collectionner des millions d'images étiquetées comme test. En fait, l'origine de tout ça, c'est ce que je faisais
ce que nous faisons dans mon labo dans les années 90 avec Ultra Rapid Visual Categorization. C'est le truc, on vous flashez une image et les Ah gens oui. peuvent dire tout de suite est-ce qu'il y a un animal ou pas, même sans savoir ce que vous cherchez. Et ça, Fei-Fei Li, qui était l'étudiant de Rufen Rulen, qui était mon étudiant quand il était en postdoc, ils ont fait des manips sur Ultra Rapid Visual Categorization. Et c'est ça qui a lancé Fei-Fei Li pour créer ImageNet, qui a été donc raflé par Jeff Hinton et compagnie en 2012. C'était un benchmark qui n'existait pas parce que personne pensait que c'était possible de faire ça, alors que le cerveau le fait. Mhm. Et donc, c'est désespérant. Vous parlez avec des financiers et la seule chose qui les intéresse, c'est est-ce que ça fait mieux que l'état de l'art dans un benchmark qui existe? Si vous dites, il n'y a pas de benchmark, il faut inventer quelque chose d'autre, ils disent, ah ben non, ça, on ne peut pas financer ça. Et c'est d'ailleurs, c'est le même problème pour toutes les gens en computer vision, AI, etc. Les conférences, si vous ne dépassez pas l'état de l'art, vous ne publiez même pas. Et donc, on gratte 0,01% de mieux sur le truc. Ah, là, oui, ça nous intéresse. Mais Mhm. le nombre de trucs intéressants qui sont soumis à NeurIPS et des trucs comme ça, qui sont écartés parce que c'est bon, c'est pas mieux que l'état de l'art sur les benchmarks. Bon, il faut inventer des benchmarks nouveaux pour ça. Mhm. Un benchmark qui inclut le coût énergétique, ce sera peut-être bien. Ouais. Donc on ne sait pas bien reconnaître les véritables technologies de rupture, quelque part. Là, il y a C'est ça. vraiment Voilà, le quelque chose système à... Mhm. est biaisé parce qu'en plus, c'est des financeurs qui décident. Et eux, comme ils comprennent pas grand-chose, euh, et comme ils voient que Nvidia, c'est la compagnie la plus, avec la meilleure capitalisation, Bien sûr. forcément, ils sont en train de faire ce qui est bien. Mhm. Donc, Alors, voilà. je ne sais pas si... alors, à un moment, il faudra qu'on parle effectivement d'impact possible de l'IA sur l'emploi. Ce sera une question importante. Mais peut-être comme tu es encore, et tu as illustré là avec l'idée de ImageNet et autres, et l'inspiration qui vient des neurosciences. Et il y a de multiples inspirations qui sont venues des neurosciences, qui ont contribué au progrès actuel des réseaux profonds, des systèmes actuels en IA. Il y a lequel le reconnaît, d'autres, Jeff Hinton le reconnaît. Mais au fond, tu as su toi-même exploiter certaines de tes idées en neurosciences de la vision pour concevoir un modèle, on pourrait dire, d'IA. Mais est-ce qu'inversement, ton incursion dans l'IA, ou enfin les technologies d'ingénierie, t'a apporté des idées pour ta recherche de neuroscientifique? Bah oui, parce que je suis convaincu que la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est d'essayer de construire un système qui implémente artificiellement ces idées. Donc, c'était mon approche depuis le début. Euh, bon, là, je parle de ma propre recherche, c'est-à-dire que j'ai une idée sur le traitement par des spikes, et tout ça. D'ailleurs, Mehdi, tu le connais peut-être pas. En 94, j'avais un étudiant qui a fait un master d'électronique et on a fabriqué une puce spikante Non, qui je n'a connais pas. jamais été publiée. Mais j'ai le rapport et j'ai même des puces dans mon tiroir parce que en fait, le master permettait de faire un lot de 5 puces parce que c'était un projet d'étudiant. Mais je ne pouvais pas les tester. Donc, je n'ai jamais pu publier quoi que ce soit parce que je ne pouvais pas savoir si ça marchait. Mais en fait, voilà, ça fait très très longtemps, ça fait 30 ans que j'essaie de réfléchir sur l'implémentation matérielle de ces idées. Et justement, en testant des idées, c'est comme ça qu'on peut savoir si les idées sont bonnes. Et c'est SparkNet Technologies, c'était pour moi la preuve que les idées qu'on a eues sont valides. Moi, il y a des gens qui sont suffisamment matheux pour dire, ah ben, John Hopfield, voilà, le nombre de neurones, le nombre de patterns qu'on peut stocker dans un Hopfield net, prix Nobel, comme on sait bien, c'est 0,14 fois le n. Voilà, donc, et on peut le démontrer mathématiquement. Mais en fait, dès que vous avez un système euh, un peu compliqué,
extrêmement difficile de mathématiquement démontrer des choses. Et Jean-Pierre Nadal, qu'on connaît bien, euh, je me souviens, il y a 25 ans, je lui ai posé les questions. Bon, alors, on peut faire les maths sur un système avec une couche, mais dès que vous en avez deux ou trois, avec des trucs horriblement non linéaires comme des neurones à spike, et ben, il a dit, oh là, là, mathématiquement, c'est trop compliqué. Donc, il n'y a que la simulation et l'implémentation matérielle qui permet de faire ça. Alors maintenant, l'autre question, bon, là donc, j'utilise l'IA ou l'implémentation en ingénierie, en quelque sorte, simulation, etc., pour moi. Maintenant, si on dit, est-ce que moi, en lisant la littérature, est-ce que j'ai gléné des choses qui sont intéressantes pour la compréhension du cerveau? Je dirais oui, parce que tous les gens qui font les modèles feed-forward, des gens comme Jim DiCarlo qui fait des modèles, il y a ces trucs, il montre l'équivalence entre un réseau avec un certain nombre de couches, voilà, avec les modèles, notre image du système visuel chez les primates et il donne un score, est-ce que ça colle ou pas? Et en fait, il se trouve que les architectures qui marchent bien, en fait, anatomiquement, sont assez proches. Et d'ailleurs, chose amusante, en 2012, euh, Hinton et compagnie raflent la mise avec ImageNet. J'ai écrit à Alex Krajewski, j'ai dit waouh, c'est super. Et il était très sympa. Il m'a envoyé tout un tas de. Il savait que j'étais intéressé par des animaux. Il m'a envoyé tout un tas de photos d'animaux avec les classements et tout, etc. Et on a eu un échange à l'époque où j'ai dit c'est fascinant. Votre système a 7 couches. C'est très proche en fait au système visuel des primates, si on compte le nombre de couches avec V1, V2, V, etc. Vous êtes inspiré du cerveau. Il a dit, oh non, non, on a essayé, ça a marché. Donc en fait, non, c'était... bon, mais donc, il y a, bon, Alex Krzyzewski n'est pas trop inquiet pour avoir des systèmes qui correspondent vraiment à l'architecture d'un système visuel chez l'homme et chez le primate. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont fait des trucs avec 150 couches et des choses comme ça, qui, bon, en informatique, c'est pas un problème. Dans les vrais neurones, c'est très problématique d'avoir ajouté des couches parce que ça coûte en temps. Chaque couche de synapse, vous ajoutez des millisecondes et les millisecondes sont extrêmement importants. Donc, oui, non, il y a des trucs comme ça. Je me souviens au début, je cherchais au début de ma carrière, ça, j'ai parlé dans mon petite histoire personnelle dans Alfred Pessard, qu'à la fin des années 70, quand je cherchais des modèles avec des neurones, en fait, il n'y avait que dalle. Hein. Ça avait été complètement tué par nos amis Minsky-Papert en 69 avec 60, ouais. Perpetrons. Et puis après, c'était good old-fashioned AI, n'est-ce pas? Et il n'y Mhm. avait que Fukushima qui sortait des modèles. Et ça, c'est la fin des années 70. Et puis, bien évidemment, il y avait cette première vague que Daniel a vécu comme moi où tout le monde parlait de PDP et Connectionist Models et tout ça, et on allait tout résoudre. Et malheureusement, ça aussi, ça s'est disparu un peu pour moi, parce que dans les années, plutôt années 90, c'était machine learning, support vector machines, et juste aller des colloques, où sont les neurones là-dedans? Et ça n'intéressait plus. Donc, il y avait cette phase que j'ai bien aimé dans les années 80 où j'étais persuadé que les recherches sur le cerveau et l'intelligence artificielle, et comme David Ma a proposé, hein, on Mhm. étudie tous le même Ouais. système, etc. Et jusqu'en 2012, honnêtement, c'était devenu très difficile pour moi de voir comment mettre toutes ces choses ensemble. Donc, merci à Jeff Hinton, prix Nobel, etc., parce qu'il a démontré qu'en fait, avec un système vraiment, avec des neurones particulièrement cons, on fait Mhm. des choses très intelligentes. Daniel, est-ce que tu veux
toi Non, aussi, non, continue, continue, d'accord, qui est parce que de dans toute la façon, logique de la conversation. Je suis fasciné, hein, je suis absolument fasciné. Ouais, ben, on a vécu les mêmes époques, hein, Daniel, hein, Oui, 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 mais tu les as vécus à un niveau de, oui, de scientificité, de technicité qui n'était pas du tout le mien. Donc je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait dans ton cerveau à l'époque. Je savais, je voyais ça de loin, si tu veux. Non, non, continue, Mehdi, c'est très bien. Mais je suis fasciné. Il va falloir un moment pour métaboliser tout ça. Notamment, j'ai été, bon, c'est anecdotique, c'est tout à fait un tout petit détail dans tout ce que Simon vient de nous dire, mais c'est quand il a interrogé ChatGPT pour lui demander s'il y avait déjà dans la littérature quelque chose qui ressemblait à ce qu'il avait inventé. Et effectivement, là, ChatGPT a apporté en une seconde absolument. une information Là, qui là, était totalement si. inaccessible pour l'un des meilleurs chercheurs. Voilà. Et Ouais. donc là, l'utilité de ChatGPT pour la recherche scientifique, comme c'est pas qu'il Et démontre, clair, clair, c'est extraordinaire. parce que on sait, juste en AI, le nombre d'articles qui sortent par mois est non-reviewed. Tout est dans archive. Archive, ouais. Personne, comme ça prend au minimum 6 mois pour mettre le truc dans une conférence et 2 ans si vous voulez sortir dans un journal correct. En fait, tout le monde regarde que des trucs qui sortent, mais le nombre d'articles qui sortent tous les mois, même si je lisais 100% de je ne pouvais pas. Ouais, Mais bon, ouais. le bonne chose, c'est que vous pouvez tout mettre dans un truc et dire, dites-moi s'il y a quelque chose sur Unary Neural Networks là-dedans, et il le trouve. Ouais, ouais. Alors C'est ça. que Ouais, ouais. tu pouvais passer ta vie à discuter avec des scientifiques, à Ouais, ouais. NeurIPS, etc. Et Unary Coding qui en a fait. Ouais, ouais. Ouais, bon, ouais. c'est le côté aussi étude. CAC, Ouais, ouais. 1993, Indian Journal of Physics. Incroyable, c'est extraordinaire. Non, pour moi, en tant que philosophe des sciences ou historien Oui, des c'est sciences, super c'est intéressant, hein. totalement, c'est mind-blowing, Ouais, mind-blowing. bah oui, parce que c'est neutre à la limite. Ouais, Chaque scientifique, quand il lit un truc, si ça colle avec ses idées, ah oui, ça m'intéresse, je vais lire cet article-là, oui, le Journal Club, on va discuter tous les trucs. Et de temps en temps, on va peut-être regarder un article qui ne va pas dans le sens qu'on aime. ouais, Mais en fait, c'est ça, c'est l'histoire de la science, c'est les gens qui sautent sur le bandwagon et puis ils c'est sont ça. tous en train de faire des variantes sur ce que des gens font déjà. Ouais. Et ça, c'est catastrophique pour la science. Il faut que les gens... Et, et je remercie le CNRS parce que, bon sang, quel bonheur d'avoir un poste où tu peux faire ce que tu veux, Mhm. tant que ça ne demande pas trop d'argent, mais tu peux effectivement... J'ai Ouais, jamais eu ouais, le moindre problème. J'ai toujours ouais. fait ce que je voulais. Et 40 ans de bonheur. Et là, ça permet d'explorer Et des nouvelles pistes. en France, on est gâté parce qu'on a des gens qui sont vraiment dispo pour suivre des pistes qui ne sont pas. Ouais, euh, ouais. ben, il va falloir qu'on fasse passer ton article dans Europe, sinon tu n'auras jamais un poste. Ben, une fois que tu as ton poste, eh ben, Ouais, tu peux dire ouais, merde. Si on regarde mon taux de publication dans les années 80, c'était catastrophique. J'étais en train d'apprendre à programmer, hein. Mhm. J'ai Ouais, 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 appris ouais. Turbo Pascal et des trucs comme ça. Et puis, je lisais plein de trucs dans des domaines qui n'étaient pas vraiment pertinents pour ce que je faisais. Et Mhm. c'est comme ça que je suis devenu le scientifique interdisciplinaire parce que je lisais des trucs en artificial intelligence, and computer vision, des trucs comme ça, dans les années 80 Mhm. qui était franchement pas normal. Mais Non. j'avais cette liberté et mon Ouais, taux ouais, de publication à l'époque n'était pas fantastique. Mais ouais. je pense que je me suis rattrapé un peu plus tard parce Mhm. que ce que je proposais était complètement orthogonal à ce que les C'est gens ça. faisaient. Ouais, C'est ouais. toujours le cas d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc le CNRS permet cette exploration sur du Voilà. très long Donc, terme, peut-être message sous-exploité, mais aux décideurs, il faut donner la liberté de penser aux gens qui le méritent en quelque Ouais, ouais. Si toute la recherche était dans des boîtes
avec très des dur. actionnaires et tout ça. Ouais, 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 ouais. Mm, mm. Bon, bien évidemment, si vous avez besoin de 100 milliards de dollars pour faire un centre de calcul qui vaut la peine d'être construit, là, en Europe, on est cuit, hein, parce qu'on ne va Mhm. jamais pouvoir être en compétition. Mais moi, je dis, moi, je peux tout faire avec un Mac. Oui, c'est ça, c'est ça. Et je pense que même avec le budget de la recherche de la France, on peut acheter quelques Macs. Ouais, 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 ouais. Et puis, Et- et je vais prendre un plaisir fou de pouvoir démontrer à quel point les gens chez, bon, sans donner trop de noms, mais les gens qui dépensent des sommes absolument astronomiques sur l'IA, que c'est une connerie. Et ça me ah ferait oui, très plaisir si d'ici un an ou quelques années, on se rend compte. Et on utilise les 100 milliards pour quelque chose d'utile. oui, exactement. Ouais, ouais. Non, c'est fascinant tout ça. Mais ce genre d'idée là, qui est un espèce de thème parallèle en quelque sorte au thème strictement scientifique depuis le début de cet entretien, qui me passionne pour des raisons à la fois éthiques et de philosophie des sciences, de fondement, etc. Ça va prendre la forme d'un des trois livres. Tu vas livrer ça sous une Oh, forme. Bah, ce bon, serait dommage de perdre ça, parce que moi, oui, je oui, trouve que c'est vraiment une oui, contribution très importante. ouais. Et fondée Juste, evidence-based, c'est pas de la théorie, c'est evidence-based, c'est toute ton expérience. ouais. Ben, en fait, c'est vrai que je veux faire des livres, mais je dois admettre que pour le moment, j'ai pas pris un mode de vie où tous les matins j'écris pendant 1 heure, etc. Et à la fin de l'année, j'ai toujours le livre. Non, malheureusement, c'est pas comme ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis très, très content de parler avec vous ce matin. Parce que, en fait, moi, j'adore des podcasts. Mhm. Je préfère écouter des gens parler que lire ce qu'ils écrivent. Ouais, Et ouais, Lex Friedman, bon, et il y a plein d'autres. Quand tu as des gens qui expliquent le patient en direct, c'est aucun écrit ne ouais, vaut ouais. pas quelqu'un comme moi, je pense, en train Mhm. de dire à quel point c'est con ce que font Ouais. les gens en IA. Et d'ailleurs, je voulais juste mentionner, donc j'ai fait ce truc il y a 2 ans pour le London Futurist podcast, The Terror Brain is Near, ça c'est le titre. Mhm. Je l'ai réécouté l'autre jour. Ce que je disais à l'époque, c'est que moi, j'allais développer Terror Brain et puis je l'allais mettre open source parce que je voulais, ça m'intéressait pas de faire de l'argent. L'année après, c'était en 2022, l'année après, euh, plein de gens, y compris moi, ont commencé à dire, oh là là, on a une technologie qui est extrêmement dangereuse, existentielle, Nick Bostrom, etc. Euh, il y avait ces 2 lettres qui ont été signées. Alors, Ouais. faut arrêter la recherche pendant 6 mois. J'ai signé, hein, moi, parce que Ah oui. j'avais, et j'ai toujours très peur que qu'on va créer quelque chose qui est non seulement avec un cerveau 100 fois plus grand qu'un cerveau humain, mais avec des temps de réaction à la milliseconde. Un être humain, tu lui demandes de dire oui ou non, est-ce qu'il y a un animal dans un visage, il va prendre 400 millisecondes. Peux faire le même jugement 16 000 fois par seconde avec un ordinateur, avec une seule carte graphique. Donc, on est cuit, hein. Mhm. Et vous mettez en place un système d'apprentissage qui n'est pas con, comme backpropagation, où il faut faire des millions de cycles d'apprentissage pour dire ça c'est un chat et ça c'est un chien. Un enfant à 2 ans, mais ça c'est un chien, ça c'est un chien. C'est tout ce qu'il faut. En Mhm. gros, ils ont tout pigé parce ils avaient déjà des catégories perceptives de qu'est-ce que c'est un chat, etc. C'est Mhm. comme ça que marche notre cerveau. C'est l'apprentissage extrêmement rapide. Vous pouvez faire la même chose avec le mode d'apprentissage Instantaneous Neural Networks de CAC, Ouais. breveté en 96. Donc c'est gratuit maintenant. Le brevet est ouvert.
Je vois pas comment. C'est tellement simple comme idée que je vois pas comment on pouvait empêcher n'importe qui de faire la même chose. Et Mhm. donc, euh, l'année dernière, honnêtement, j'avais peur avec les technologies, j'ai toujours peur d'ailleurs, avec les technologies que je pense qu'on peut mettre sur un Mac, de faire un système qui est plusieurs ordres de magnitude plus intelligent qu'un être humain, dans la Mhm. capacité de... En fait, OK, petite commentaire. C'est quoi l'intelligence? Pour moi, une des clés de l'intelligence, c'est la capacité de remarquer un pattern qui se répète. Ah, notre système visuel, notre système auditif sont incroyablement bons pour trouver des choses qui se répètent. Et d'ailleurs, on l'a démontré avec des manies que je trouve quand même euh, assez sympa dans le domaine visuel. On a pris toutes les images ImageNet et on les fait défiler à des vitesses jusqu'à 120 images par seconde à des sujets. Euh, bon, je vais parler plutôt de 15 images par seconde, mais juste pour dire qu'on a testé très loin. Et puis, vous voyez ainsi une séquence de milliers d'images dans lesquelles certaines images se répètent. À la fin, vous présentez du paquet de 4 images, 3 ont été vues une fois et un autre a été vu 2, 4, Mhm. 6 fois. Et les gens sont à 45% corrects pour repérer ce qui a été répété. Mhm. Alors qu'ils ont vu toutes les Ouais, 4 ouais, images, hein. Mais il y en ouais, a ouais. un qui... Ah ouais. Et ça marche même quand la vitesse de défilement est tellement élevée que vous ne les voyez même pas. À la Mhm. fin, vous avez 4 images. Je dis, alors, lequel me semble plus familier? Ouais, ouais. Bah, allez, celui-là. Ah oui. Ah ouais. Ah. Et les gens sont persuadés qu'ils sont en train de deviner. Ils ne savent pas. Ils Ouais, n'ont ouais. pas consciemment vu le stimulus, mais le cerveau l'avait stocké. Et avec Daniel Presnitzer, on a fait la même chose dans le domaine auditif il y Ah oui. a 2010. Vous écoutez du bruit aléatoire, et vous prenez un petit bout et que vous insérez de façon répétée. Et Thomas Andrian, qui travaille à Paris, qui est super, il vient d'avoir un ERC d'ailleurs, il a montré que, avec des potentiels évoqués, que automatiquement le cerveau commence à réagir à des petits bouts qui n'ont aucun sens si ça se répète. Mais dans nos cerveaux, on est limité par le fait que nos neurones peuvent détecter ce qui se répète dans le champ récepteur, en quelque sorte. Donc, chaque neurone reçoit des milliers Mhm. d'entrées. Et s'il y a un pattern qui se répète là-dedans, il peut le repérer. Et donc, on peut apprendre des sons et des images de cette manière-là. Mais on est limité par le fait que chaque neurone ne peut voir qu'un espace très petit. Sur mon Mac, avec 100 milliards de neurones, chaque Mhm. neurone peut chercher un pattern n'importe où là-dedans et dans n'importe quel type de données extérieures. Donc, vous pouvez envoyer des signaux de radiofréquences venant d'une exoplanète et chercher s'il y a quelque chose qui se répète. C'est que d'ailleurs, c'est comme ça qu'on pouvait démontrer qu'il y a la vie intelligente sur une exoplanète. Si tous les 24 heures, il y a une émission, c'est l'équivalent du journal, etc. Mhm. Ça sera très, très troublant si jamais on voyait quelque chose qui se répétait. Mais bon, là, un système sur un Mac, vous pouvez chercher des patterns qui se répètent dans n'importe quoi. Alors que nos pauvres cerveaux Ouais, ne ouais. peuvent ne peut chercher des patterns que dans des trucs qui, par bonheur, Mhm. se branchent sur le même neurone. Donc, Mhm. donc, il y a des trucs qui sont faciles à apprendre, mais des trucs qui sont beaucoup plus difficiles à apprendre. Et c'est sûrement, en gros, c'est la connectivité du cerveau qui Mhm. limite. On ne peut pas traiter des stimuli pour lesquels on n'a pas des récepteurs Ça, c'est pour les ça, c'est ça, traiter. c'est Mais ça. bon, un système artificiel n'a aucun problème. Vous pouvez lui balancer des spikes qui correspondent à n'importe quoi. Mhm. Et le système va trouver des choses qui se répètent. Alors, est-ce que je pouvais devenir le prochain Elon Musk? Peut-être, parce que vous mettez un système comme ça et vous explorez
les marchés financiers et vous cherchez des patterns et il se trouve que chaque fois qu'il y a ça qui se passe en Australie, à Singapour, il y a ça, voilà, et puis ça veut dire que quelqu'un va vendre quelque chose ici, le système va les trouver tout de suite. Donc les traders sont tous au chômage parce que aucun être humain peut chercher, trouver des patterns dans des flux de données aussi énormes. Mhm. Donc, peut-être ça, c'est un moment pour réfléchir sur l'impact sur l'emploi, parce qu'à mon avis, ces systèmes-là qui tourneraient sans 105 gigawatts d'énergie et sans 100 milliards d'investissements, ça va être banalisé, à mon avis. Ça tournerait sur un téléphone. Mon téléphone, je peux avoir un teraoctet de données là-dessus. Il peut tout savoir sur ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est un des avantages de décentraliser tout. Moi, je ne veux pas que Google sache tout ce qui m'intéresse. Mais si j'avais un téléphone, même pas branché sur l'Internet, mais qui écoutait ce que j'écoutais, qui regardait ce que je regardais et qui stockait ça localement, c'est un espoir pour notre vie privée, hein, je pense. Il n'y a pas Ça soulève besoin de... aussi une grosse question éthique pour moi, et notamment dans les usages qu'on peut faire de l'IA dans la guerre. Donc, tu parles de détection ultra rapide, et donc la détection de cibles pour tirer, c'est des choses qui peuvent être des usages actuels. Et pour l'instant, il est censé y avoir des humains qui prennent la décision à la fin. Légalement, il doit y avoir un humain qui prend la décision de vie ou de mort qui concerne d'autres êtres humains. Mais au fond, avec ces calculs ultra rapides, il n'y a pas le temps finalement pour l'humain, s'il veut garder l'efficacité, d'aller vérifier. Et en plus, selon certains collègues, ça donne un vernis de la rationalité parce que c'est un calcul qui est Ouais, fait absolument. informatiquement, donc Les pilotes de ça chasse diminue au la chômage. probabilité de vérifier. Vous mettez un système d'IA pour remplacer un pilote de chasse, tu l'écrases, hein. Les temps de réaction d'un pilote même hyper formé, c'est 400 millisecondes minimum. Alors que le système euh, automatique, etc., donc il n'y aura plus de pilotes dans des chasses. Des pilotes de chasse, ça n'existera plus, hein, parce que il vaut mieux envoyer un drone et puis qui tire. Si vous mettez dans un bout quelqu'un à l'autre côté de la planète, dans le désert, Nevada, je sais où est-ce qu'ils sont, pour décider si oui ou non il faut tirer. Donc moi, effectivement, je pense que les armes autonomes, comment on va les empêcher, hein? Faut, faut une décision au niveau des Nations Unies pour bannir tout robot capable de tuer ou quelque chose comme ça, hein, parce que... Ouais, notre collègue Raja Chatila avait été une des personnes à l'initiative enfin, à l'origine de l'initiative Stop Killer Robots à l'ONU. Et bon, voilà, c'est des choses qui sont toujours en cours de discussion, mais qui peut-être avancent trop lentement par rapport à Ah la oui, non mais vitesse du développement de la c'est clair. technologie. Mhm.